Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Hebdo du Dragon, votre journal du vendredi 100% Dracénie. Comme toujours, nos reportages sont diffusés sur YouTube, Facebook et le site de Canal D. Vous y êtes de plus en plus nombreux, nous vous en remercions et vous encourageons à continuer. Mais avant de lancer les sujets de cette semaine qui a été chargée, nous nous sommes rendus en exclusivité au blocage de ce matin à la zone d'activité des Bréguières, aux Arcs-sur-Argence, où la CGT FAPT régionale a empêché les camions de rejoindre le centre de tri de la Poste, une action faite en simultané avec la ville de Cavaillon. Nous avons tourné quelques images et un reportage sera disponible la semaine prochaine. Les titres de cette semaine sont les suivants. Comme vous le savez, ce mardi 7 mars avait lieu le plus gros rassemblement pour la manifestation contre la réforme des retraites, suivi le 8 mars d'une autre manifestation, cette fois pour la Journée internationale des droits des femmes. Et enfin, quelque chose qui concerne tout le monde, la sécheresse. On ne le répétera jamais assez, mais la préservation de la planète est quelque chose de vraiment important. Depuis de nombreuses années, des inondations, incendies et sécheresses ont lieu en Dracénie, et bien que ce soit les lois de la nature, c'est aussi à nous, citoyens, de faire notre possible pour que ça arrive le moins souvent. Des dispositifs ont été mis en place par la DPVA, c'est ce que nous allons voir dans ce reportage de Maureen Lannes. Le dérèglement climatique génère sécheresse intense et pénurie d'eau, avec par exemple une année 2022 qui a été la plus chaude mesurée en France depuis 1900, mais aussi des inondations imprévisibles comme celle de juin 2010 dans le Var, ou même des incendies dévastateurs comme ceux d'août 2021 dans l'arrière-pays de Saint-Tropez. La DPVA tente donc de contrer ces phénomènes en mettant en place des outils d'observation et prévention. Mais elle cherche surtout à utiliser d'autres sources d'approvisionnement en eau, réalise des travaux de canalisation, ainsi qu'organise une solidarité entre communes. Nous avons ici les communes du Sivom de Calas qui ont été évoquées tout à l'heure en grande difficulté. Donc les connexions avec la Société du Canal de Provence, avec nos amis militaires sont prépondérantes. Les ressorts du camp de Canjuers et devraient aboutir mi-avril de ce que je sais. Tout le monde s'est mobilisé, monsieur le sous-préfet, le général, etc., y compris le ministre de la Défense, parce que nous sommes concernés par ce problème majeur et que nous ne voulons pas que nos concitoyens là-haut soient en difficulté, de même que nos voisins de la communauté de communes du pays de Fayence. Évidemment, on va tâcher de faire les meilleures connexions. C'est du bon sens et de la solidarité. Néanmoins, ce plan de la DPVA ne peut suffire si les citoyens ne se responsabilisent pas davantage. Économie d'eau, respect de l'obligation légale de débroussaillement, achat de motopompes à installer sur les piscines privées en cas d'incendie, recours aux dispositifs à l'abri sont de nouvelles habitudes à prendre de toute urgence. La prise de conscience doit être quotidienne et plus de gens seront dans la modération et arrêter les excès en tout genre, eh bien nous pourrons avoir une stabilité. Mais évidemment, la consommation de l'eau, c'est dans notre quotidien, laisser couler, prendre des bains de façon intempestive, etc., etc. Récupérer l'eau pour son petit jardin. Bon, moi, je n'ai pas de jardin, mais on l'a toujours vu. La modération dans l'usage de laisser couler. Moi, ma voiture, ça fait quelques mois que je ne l'ai pas nettoyée. Bon, parce que c'est pas une question de flemme, mais c'est une question d'économie. Voilà. Par contre, la douche, je veille à être propre tous les matins, mais je ne reste pas 3 heures sous la douche. Si chaque citoyen a un bon geste citoyen, il va économiser l'eau dès maintenant. Ce n'est pas la peine de prendre des mesures restrictives. Quand on verra tout ce qui est économisé, on se dira peut-être, bon, on va mieux passer l'été que ce qu'on a prévu. L'inondation aussi, on n'en a pas parlé, les inondations. Mais rappelez-vous, le 15 juin 2010, c'était le 15 juin, ce n'est pas le 26 octobre. C'est pas le 4 février, c'était le 15 juin 2010. Les citoyens de notre communauté d'agglo doivent prendre tous les risques. Regardez, il n'y a jamais eu autant d'inondations depuis plusieurs années dans des endroits qui n'étaient jamais inondés. Personne ne peut plus dire « je ne serai pas inondé ». Personne ne peut dire aujourd'hui « je ne prendrai jamais feu ». Mais quand le citoyen il aura compris tout cela, on sera dans une résilience personnelle, collective, et après, nous, on fera le reste derrière. Le mois de juillet, une inquiétude sécheresse, aussi bien pour nos massifs,
pour nos forêts, pour toute la biodiversité et pour l'humanité. Je crois que là, c'est tout le monde qui est concerné en généralité. Une vaste campagne de communication à l'attention des citoyens, doublée d'actions pédagogiques organisées dans les écoles pour sensibiliser aussi les plus jeunes, va voir le jour. Si celle-ci ne porte pas suffisamment ses fruits, des mesures incitatives, voire même coercitives, seront mises en place. La gravité de la situation climatique ne laisse pas d'autre choix aux élus. Responsabilité collective, incitation et éventuellement jusqu'à la verbalisation, la sanction du non-respect de la règle. Donc la délibération que nous prendrons le 3 avril prochain au Conseil d'Agglo, ça sera l'application d'un tarif sobriété pour ceux qui consomment plus de 300 mètres cubes. Ça devrait concerner les 10% les plus gros consommateurs. Donc c'est un tarif dissuasif. Et puis derrière, effectivement, Arnaud Roger a expliqué que si cela ne suffisait pas et qu'on était en tension plus extrême, on appliquerait la limitation de 150 litres par jour, par foyer. Et si ça ne suffisait pas encore, et on espère bien qu'on n'ira pas jusque-là, parce que les mesures qu'on prendront nous permettront de tenir, mais c'est vers le pastillage et donc le blocage des pressions de livraison dans les communes. Nous ne voulons pas mettre en place, c'est-à-dire des mesures extrêmement coercitives, parce que j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Mais si toutefois il en était besoin, évidemment, les élus que vous avez vus n'hésiteront pas. Alors faisons notre possible pour que le futur soit meilleur. Et en parlant de futur, c'est les Français qui s'inquiètent du leur, car en effet, la manifestation de ce mardi a regroupé autant de monde que pour la première. C'est entre 3 000 et 4 500 personnes qui se sont regroupées devant la sous-préfecture pour montrer leur mécontentement. Le 7 mars était censé être une journée importante pour l'intersyndicale qui, après le passage de la réforme au Sénat et l'approche des débats sur l'article 7 à l'Assemblée nationale, n'hésitera pas à continuer dans cette direction. Notre équipe est allée sur le terrain pour vous. Comme promis par l'intersyndicale, ce mardi 7 mars devrait être la plus grosse journée de mobilisation dans le combat contre la réforme des retraites. Et puisque la plupart des institutions du pays devraient être bloquées, la Dracénie ne saurait être épargnée. Alors les objectifs pour cette grève d'aujourd'hui sont clairement de faire annuler cette réforme des retraites, tout simplement. Elle est inacceptable, elle est inadmissible. Nous faisons grève pour soutenir le mouvement général des organisations syndicales pour la défense des retraites, pour le maintien des départs en retraite actuels et pour ne pas avoir une augmentation de la durée, puisque nous ne sentons pas de travailler jusqu'à 64 voire 65 ans dans nos fonctions, puisque nous avons quand même un travail avec une certaine pénibilité, puisque nous travaillons de jour comme de nuit, les week-ends. Nous avons aussi des situations difficiles à gérer dans notre quotidien. On tient vraiment à montrer au gouvernement que c'est qu'un début, qui veut s'attaquer à nos régimes de retraite spécifiques, alors que dans notre régime de retraite, justement, ce qu'il reproche, c'est ce qu'il veut mettre en place. C'est-à-dire, nous, dès le départ, en 1946, Marcel Paul, il avait prévu que les gens, par rapport à la pénibilité, pourraient bénéficier de trimestres supplémentaires. Alors c'est ce qu'il dit à toute la population, qu'il est d'accord et qu'il va étudier la pénibilité dans chaque travail. Et dans la nôtre, où elle est reconnue, il veut la supprimer. Là, on ne comprend pas. On défend tous la retraite à 60 ans et le retour à 37 annuités 5. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement s'opposer au projet de rallongement, mais c'est avoir des gains. Parce qu'aujourd'hui, on en prend trop et il faut qu'on gagne. On est sur l'offensive aujourd'hui. Et la population l'a bien compris. Aujourd'hui, on ne peut plus rester à prendre des coups sans réagir. Et on va en profiter pour faire reculer le gouvernement. Mais reculer au-delà de ce qu'ils sont aujourd'hui. Un gouvernement qui pourtant a déjà passé une grande partie de sa réforme, en faisant voter la suppression des régimes spéciaux au Sénat. Une décision loin de plaire à tous. Je suis pour les régimes spéciaux. Il faut voir les camionneurs, les chauffeurs de super poids lourds et de poids lourds à 57 ans. Vous voyez, vous, à 64 ans, débarquer les marchandises. Les régimes spéciaux, on ne les appelle pas comme ça. Nous, les régimes, on les appelle des régimes pionniers. Pourquoi on les appelle des régimes pionniers? Parce que c'est eux qui ont fait que ces régimes qui se sont battus pour avoir des acquis, des conquis sociaux qui soient de plus haut niveau. Oh, les fans des régimes spéciaux, je crois que les sénateurs n'ont pas mis encore fin à leur régime spécial. Et pourtant, Dieu sait quel régime spécial c'est celui-là. Donc ils commencent par le leur et après ils s'occuperont des autres. Et le mécontentement est de fait monté d'un cran ce mardi avec la mise en place de différentes actions en parallèle de la manifestation. Alors pour nous, à Draguignan, pour l'instant, ce qu'on vient de faire, c'est de couper l'électricité à la sous-préfecture de Draguignan. Voilà. Après, sur Draguignan, on ne pourra pas faire grand-chose d'autre, mais la sous-préfecture, normalement, n'a plus de jus pour travailler aujourd'hui.
demain, il faut que les femmes se mobilisent parce que les femmes sont souvent invisibilisées. Donc, les femmes doivent se rendre visibles dans la manifestation demain, le 8 mars, ici à Draguignan. C'est la première manifestation intersyndicale pour la Journée internationale des droits des femmes. Merci. Finalement, c'est un mouvement de grande ampleur qui s'est tenu ce mardi, avec entre 3000 et 4500 grévistes. Une des plus grosses journées de manifestation qui ait eu lieu à Draguignan. Mais pour beaucoup, cela n'est pas suffisant, et la reconduction de la grève semble faire partie des priorités, afin que le mouvement puisse se faire entendre. Une manifestation qui en amène une autre, car le 8 mars, un regroupement s'est fait pour la Journée internationale des droits des femmes. Celles qui sont impactées par cette réforme, ainsi que par la société actuelle. Si les mœurs ont changé depuis de nombreuses années, les femmes restent encore trop dénigrées de nos jours entre vie professionnelle, vie familiale et sociale, salaire, harcèlement. Ce sont des mots qui reviennent souvent quand on demande aux femmes de nous parler de leurs difficultés dans la société. Pour cette occasion, nous vous proposons un micro-trottoir réalisé par Kylian Rambourg, Cynthia Bieux et Arthur Millet. Déjà, on a une énorme avancée contrairement à avant. On a plus de droits, on peut voter, on peut faire plein de choses. Non, je ne pense pas qu'il y ait d'inconvénients, mais par contre, effectivement, dans la société aujourd'hui, il faut être un peu armé pour faire face à une société qui n'est pas forcément faite par les femmes pour les femmes. Donc voilà. La liberté de pouvoir travailler, de pouvoir faire du sport, faire tout ce qu'on ne pouvait pas faire il y a 40 ans à peu près. On est quand même dans une société qui est vachement machisme. Enfin, il y a beaucoup de machisme. Je le vois, je suis une ancienne cuisinière, donc dans mon métier, c'était quand même assez compliqué. Avantage, à la rigueur, les gens sont un petit peu plus gentils avec nous. L'harcèlement de rue, il y a plein de choses, d'inconvénients. On peut même pas s'habiller comme on veut, donc les avantages, il y en a, oui, mais pas tellement, quoi. Les avantages, c'est sur les clichés sociétaux. Par exemple sur la galanterie, toutes les petites attentions que l'on a le droit. Et les inconvénients, c'est par exemple au travail, concilier une vie familiale avec une vie professionnelle. Quand on est un papa, c'est beaucoup plus facile. Quand on est une maman, c'est beaucoup plus compliqué. Hier, j'ai posé la question à ma fille qui a 10 ans. Comment tu vois la femme aujourd'hui ? Et elle la voit forte, courageuse, volontaire, autonome. Et je pense que c'est ce qu'il faut laisser comme message pour la future génération. Être indépendante. La femme ne se résume pas à avoir des enfants, mais elle peut avoir une carrière professionnelle épanouissante. Je trouve que les hommes encore, les tâches, c'est pas trop ça, quoi. Même si les jeunes à l'heure actuelle ont fait beaucoup de progrès, ils aident beaucoup, mais je trouve que quand même il y a pas mal qui reposent sur les femmes, les épaules. De dire aux femmes qu'elles se laissent un peu tranquilles, qu'elles se laissent vivre et qu'elles arrêtent un petit peu de se regarder tout le temps et tout ça, parce que regardez les hommes, ils n'en font pas autant, pas tous, quoi. Au niveau salaire, au niveau santé, au niveau sentimental, franchement, vaut mieux être un homme. Et je le pense très sincèrement. Il n'y a aucun avantage et aucun inconvénient. On est comme ça, donc la femme, elle a toujours été égale à elle-même. Bon, c'est sûr que là, maintenant, avec les mouvements féministes, on a acquis plus de droits, oui, mais voilà, on se revendique femme, c'est bien, et on se revendique homme, c'est bien. En effet, les femmes de nos jours doivent se montrer fortes et indépendantes. D'ailleurs, nous allons commencer notre rubrique sport avec une jeune boxeuse, Justine, qui n'hésite pas à rendre les coups. Bienvenue sur Infosport. Débutons par la boxe. Nous sommes allés mardi soir au Boxing Club du Muy pour rencontrer Justine Casdrac, championne de France de K1. Ses entraîneurs Samir Deras pour le Muay Thai avec qui elle lie une grande complicité, Sami Mkinini et Mehdi Harouche chargés de la boxe anglaise et son papa Stéphane, tous très fiers de leur jeune pépite. Dans notre club, on accueille toute catégorie de jeunes et de moins jeunes. On a un entraînement le lundi de 17h à 18h pour les jeunes et les enfants de 8 à 12 ans. Et le mardi et le vendredi de 13 ans à 77 ans. On a au sein de notre club deux catégories de boxe. On a de la boxe anglaise et de la boxe thaï et du K1. Justine est une nouvelle arrivée. Elle est arrivée début septembre au sein de notre club.
Et on a lié cette complicité avec Justine et puis elle a décidé d'évoluer sur la compétition, de reprendre la compétition qu'elle avait entamée. Et puis on s'est lancé derrière elle avec la complicité des 2 autres coachs, Samy et Mehdi. Alors avant son combat, il a fallu faire 3 mois de préparation. Elle a fait beaucoup de préparation physique. Elle a notamment accentué sur le cardio et sur son anglaise, là où elle avait quelques difficultés qu'on a corrigées. Alors Justine, on a évolué sur une préparation physique, là où on a démarré il y a 3 mois par beaucoup de cardio en salle. On a fait beaucoup d'exercices physiques. On a travaillé beaucoup son anglaise, là où elle prêchait notamment depuis ces derniers mois. On a travaillé avec les autres coachs à lui corriger tous ses petits défauts pour essayer de l'amener au sommet de son championnat pour qu'elle soit la plus performante possible. À l'oreille, je lui ai demandé d'être elle-même, de mettre en application tout ce qu'elle a appris ces derniers jours et de se faire plaisir en premier lieu. Je boxe depuis que j'ai 10 ans et demi, 11 ans. Et voilà, ça fait 7 ans maintenant. Alors à la base, je fais vraiment du Muay Thai. C'est vraiment ma discipline de cœur. J'adore ça. Après, je me suis aussi mise dans le K1. Parce que c'est vrai qu'on a souvent... ça dépend des opportunités en fait. Mais je suis plus dans le Muay Thai, dans la discipline du Muay Thai, les valeurs. Ce sport, c'est vraiment quelque chose qui m'importe beaucoup. On a un panel de coups différents que le K1 et des valeurs aussi différentes. Alors j'ai eu la chance du coup d'avoir un coach plus que présent, enfin des coachs plus que présents. Et donc j'ai passé 3 mois de préparation physique, cardio, boxe et tout ce qui s'ensuit. On a passé 3 mois à travailler l'anglaise parce que c'est là où ça a pêché un petit peu plus. Après, à côté de ça, je vais au lycée, du coup c'est assez strict. Au niveau de l'hygiène de vie, au niveau de la nourriture, c'est très strict, on fait attention. Ça compte beaucoup, c'est vraiment la moitié de l'entraînement. Donc c'est assez important. Après j'ai eu la chance de vraiment être bien entourée. Et je pense que la préparation physique qu'on a eue ces 3 derniers mois, elle a beaucoup servi. Et c'est grâce à ça vraiment que j'ai réussi. Après il y a la préparation mentale aussi qui a beaucoup fait. Vraiment, j'ai été entourée psychologiquement aussi beaucoup par papa, par mes entraîneurs, etc. Et ça a vraiment fait. En fait, c'est tout bête. Quand j'étais petite, il fallait choisir un sport en début d'année. J'avais fait de la gym, de l'équitation, enfin n'importe quoi, comme tous les enfants. Et en fait, un jour, je demandais à mon père, papa, je sais pas ce que je veux faire comme sport en fait cette année. Et lui avait déjà fait du foot américain, un peu de boxe, etc. Donc du coup, il m'a dit, je peux te proposer soit la boxe, soit le rugby. Et j'ai fait mon premier cours d'essai en boxe et j'ai jamais quitté les gants. Ça a été de suite. Et après, j'ai entamé la compétition, mais en light contact. J'ai été sacrée plusieurs fois. Et puis après, quand je suis rentrée là, ces derniers temps en plein contact, ça donne qu'une envie, c'est d'y retourner tous les jours en fait. Alors ça commence, en fait, il faut savoir qu'on commence dès le début de la semaine psychologiquement. Déjà, c'est pendant les 3 mois psychologiquement, vous rentrez dedans et vous arrêtez plus. À la maison, on parle que de ça pendant des semaines et des semaines. Et ensuite, le match, il commence dès ce moment-là. Et bien sûr, avant l'entrée du ring, c'est toute une préparation avec les coachs. Donc autant un petit échauffement, etc. Mais le plus gros, ça se joue sur le psychologique. Et il faut être zen, il faut se poser, il faut être calme. Parce que sinon, on fait vite une boxe brouillon et c'est pas ce qu'il faut. Donc j'ai vraiment axé sur le psychologique. Ils m'ont vraiment calmé, détendu, etc. Et en rentrant sur le ring, je vous avoue qu'il y a un peu de stress quand même au début. Et en fait, une fois que vous y êtes, vous n'avez qu'une envie, c'est qu'on vous lève le bras. Donc vous donnez tout pour réussir, quoi. Alors je vous avoue que je ne pensais pas avoir mené les 3 rounds, j'ai fait un 3-0. Au 3e, je savais quand même que je dominais. On le sait à peu près, je savais vraiment que je dominais. Après avoir fait 3-0, je ne pensais pas les avoir fait. Je pensais avoir mené 2-1 à peu près. Et quand on m'a annoncé le 3-0, là d'un coup, j'ai su que j'avais vraiment mené. J'ai encore 2 ans avant de rentrer dans le monde du travail vraiment. Donc j'aimerais vraiment me faire plaisir sur ces 2 ans et peut-être viser titres européens et mondiaux.
et me faire plaisir vraiment et être au max ces 2 ans. Justine et son équipe participeront à un événement multibox le 6 mai à Montauban. Direction le rugby, le RCD a remporté son match face à Aix-Université 36-6 au stade Léo-Lagrange. Le club se hisse à la 3e place du classement général. Ce dimanche à 15 h, le RCD ira à Cavaillon pour le compte de la 17e journée. La semaine prochaine, nous partirons à la rencontre des Dragonines, l'équipe féminine du RCD. Passons au football. Nos féminines du Sporting Club Draguignan rencontraient le RC Labay dimanche dernier et se sont inclinées 2-1. Elles restent premières au classement général. Prochaine rencontre, dimanche 12 mars à 11 h, cette fois-ci à domicile contre le FC Hyères. Et pour finir, du côté des hommes, le Sporting Club Draguignan a fait match nul 2-2 contre l'ES Canet-Rocheville. Voyons le classement. Prochain match, dimanche 19 mars à 15 h face au leader, l'AS Gémenos. C'était Infosport et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci Mathieu pour ces informations et passons maintenant à l'agenda de la semaine avec encore du sport. Tout d'abord de la pêche avec l'ouverture et lâcher de truites dans de nombreux points d'eau en Dracénie, dont Vidauban au parc de loisirs Dracénie-Provence le 11 mars à partir de 8 h. Le 12 mars, à Flyosque, aura lieu la foulée flyosquaise. De la randonnée, du trail et de l'handisport seront au rendez-vous pour cette 7e édition. Et après le sport, le réconfort avec le Salon de la bière à Sillon-la-Cascade le 12 mars, à consommer avec modération évidemment. Voilà, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.